Christian Rose, délégué général de l'Association des utilisateurs de transport de fret, qui représente Denis Chaumer, qui s'est excusé. Je vais me rasseoir là parce que j'ai failli tomber tout à l'heure. J'appelle, bonjour monsieur, j'appelle aussi à venir Hervé Cornet, directeur commercial et marketing d'Aropa. Nicolas Gauthier, président de la Générale de manutention portuaire, directeur général de Portinergie. Bonjour. Herbert de Saint-Simon, président de TLF Overseas Transport et Logistique de France. Ainsi que François Soulet de Brugière, président du conseil de surveillance du Grand Port Maritime de Dunkerque, président délégué de l'Union des ports de France. J'entends que vous avez besoin de prendre un petit peu d'air et de discuter, c'est normal. Mais je vous assure que si on regagne le silence tout de suite ensemble quelques instants, et bien du coup nous irons déjeuner bien plus rapidement dans 3 petits quarts d'heure. Merci messieurs. François Soulet-Brugière, je peux reprendre, ça vous va? Vous m'entendez même pas vous dire, je peux reprendre, ça vous va. François Soulet-Brugière, président du conseil de surveillance du Grand Port Maritime de Dunkerque, mais aussi président délégué à l'Union des ports de France. Ce maillon qu'est le port, est-ce que, même si on vient d'entendre que l'idée du maillon n'était pas forcément une bonne chose, qu'il soit un maillon central, en tous les cas, ce qui peut être finalement un maillon fort, parce qu'on sent des énergies, on sent des constats brillants partagés, et en même temps comme s'il y avait une sorte de mur de verre. Alors, si vous permettez, je vais utiliser une moitié de mon cerveau qui est chargeur, étant donné que l'autre est portuaire. Bon. En tant que chargeur, il est clair que pour les trafics internationaux, les ports, en particulier le port d'importation, est un port essentiel, puisque c'est à ce niveau-là que se font un certain nombre de démarches, en particulier des démarches douanières, des démarches phytosanitaires, des démarches vétérinaires, et se font aussi souvent des transferts de responsabilité et de documentation entre l'acheteur et le vendeur. Donc pour nous, le port est un élément essentiel, c'est clair. Ensuite, une remarque par rapport à ce qui a été dit aujourd'hui. Bon, c'est vrai qu'il faut des sous, partout il faut des sous. Mais il faut essentiellement, et vraiment j'insiste là-dessus, les 2 éléments principaux qui nous font choisir un port en tant que chargeur, c'est la fluidité et la fiabilité. Ce sont les 2 éléments principaux. Or, la fluidité en France, son problème, il n'est plus, essentiellement administratif. Bon, on arrive à la fin d'une période, puisqu'on attend tous avec intérêt le décret concernant l'autoliquidation de la TVA. On attend qu'il sorte avant de se réjouir, parce qu'on a déjà vu des décrets qui ne ressemblaient pas trop à ce qu'on avait discuté. Mais on a bon espoir que celui qui va sortir ira dans le bon sens. Quand on aura atteint ce point, on peut dire que la plupart des clés qui rendaient les ports français moins compétitifs, indépendamment des grues, des autoroutes, etc., bon, les clés donc, qui rendaient les ports français moins compétitifs auront disparu. Il faut le dire. Hein. Ceci étant, ce n'est pas du jour au lendemain que les chargeurs vont tout basculer sur les ports français. D'abord, ils vont regarder comment ça marche, ensuite ils vont tester un peu, puis ils vont revenir en arrière, puis ils vont retester. Et donc, c'est sur un certain nombre d'années qu'on va voir arriver, on va voir, j'espère, revenir les flux sur la France. Par la confiance, on vient par la confiance. Vous savez, quand vous êtes fait taper sur la tête pendant 21 ans, la 22e année, vous n'embrassez pas le gars sur la bouche. C'est pas vrai, ça c'est jamais fait. Et en plus, il faut dire une chose, c'est que les services offerts par les ports étrangers qui ont été abondamment cités aujourd'hui sont de bonne qualité, il faut bien le dire. Donc le chargeur n'est pas en attente absolue d'un système miracle qui irait beaucoup mieux que le précédent. Or, il faut voir une autre chose, parce que là aujourd'hui on ne l'a pas dit, mais très souvent on dit ouais, le chargeur, il n'y a que le prix qui l'intéresse. C'est quand même nous prendre pour des imbéciles. Le prix, c'est toujours la résultante d'un certain nombre de facteurs. Donc justement la fiabilité, la fluidité, le système de communication qu'on peut avoir. C'est une qualité de prestation supérieure. Pardon? C'est-à-dire, vous dites ce que vous dites là, ce que je comprends entre. Oui.
On peut payer plus cher, vous accepteriez de payer plus cher s'il y a une qualité d'infrastructure supérieure à ce qu'on peut retrouver ailleurs? Mais bien sûr, mais c'est vrai pour tout. Je dis que par exemple dans les compagnies maritimes, pour prendre, parce qu'il y en a quelques-unes dans la salle, on n'a jamais choisi une compagnie maritime parce qu'elle était la moins chère. Je vous le garantis, je n'ai jamais choisi comme ça. On choisit parce que telle compagnie vous donne un bon service. Alors d'ailleurs, je dis à Marc Sandrin, bon, c'est vrai que le coup de dire on est passé de 3 à 20 000 EVP sur le Nord, c'est vrai, grâce à la mutualisation de THC, je ne sais pas ce qu'il dirait si un jour CMA s'en va. Hein, parce que on risquerait à repasser à zéro. CMA nous a donné un très bon service avec une très bonne ligne qui dessert Dunkerque, et du coup, les chargeurs du Nord tout entier, aussi bien de Dunkerque que de Lille, il faut le reconnaître, se sont précipités sur cette ligne et en ont fait une ligne qui fonctionne bien, et du coup, on remet aussi du fluvial dans le circuit. Donc quand on dit il est urgent d'agir, vous dites de toute manière, la confiance, ça s'acquiert sur le long terme. La confiance, ça s'acquiert sur le long terme, et comme l'a dit, je ne sais plus qui l'a dit, mais c'était tout à fait vrai, malheureusement, en ce qui concerne la fiabilité du port, les ports français étaient devenus plus fiables que les ports du Nord, il faut le dire quand même, les ports du Sud. Non, je ne parle pas de Dunkerque, je ne parle pas de Marseille, bien sûr qui fait partie des ports français, mais malheureusement, la loi El Khomri nous a replongé dans nos vieux démons de grève qui n'ont rien à voir avec l'activité portuaire, mais qui, dans la tête des clients, vont dire les ports français, ils sont toujours en grève. Ce qui n'est pas vrai, il faut bien le dire. Aujourd'hui, c'est plus vrai. Donc aujourd'hui, on a des ports qui sont de bonne qualité. Je voudrais rajouter une chose, un témoignage que je peux donner à propos de l'argent de l'État. L'État a peu d'argent, c'est vrai, de moins en moins, c'est encore plus vrai. Mais je dois dire qu'à Dunkerque, je ne peux pas dire sur les autres ports, chaque fois qu'on a eu un projet bien présenté, je sais si notre directeur sait bien présenter les projets, crédibles, on a eu des sous. Voilà. Donc il y a des sous qui traînent partout. En fait, vous prenez le bon sens. Comment? En fait, vous prenez le bon sens. Voilà, bon. Voilà. Alors on peut se poser la question des projets qui n'arrivent pas à avoir de sous, est-ce qu'ils sont vraiment crédibles? Et ça, c'est un autre débat. Ça, c'est le mauvais sens. Très bien. Et vous, Nicolas Gauthier, vous travaillez sur 2 ports français, le Havre et donc Fos, qui est aussi la France. En quoi la massification est-elle importante pour vous dans votre activité? Alors, effectivement, aujourd'hui, on voit la taille des navires qui touchent les ports français et les ports européens en général continuer à croître. Il y a une dizaine d'années, le plus gros navire qui circulait en termes de conteneurs, c'était un navire d'environ 9000 conteneurs, 9000 conteneurs équivalent 20 pieds. Aujourd'hui, on a des navires de 22 000 conteneurs qui sont en cours de fabrication et qui seront bientôt dans les ports français, je l'espère. Donc on voit qu'on a besoin de massifier les volumes pour pouvoir s'équiper et pour pouvoir traiter ces navires. Il faut investir, ce que nous faisons, et pour pouvoir investir, effectivement, il faut avoir un volume suffisant d'activité. Les investissements, ils sont massifs. On a parlé des investissements publics assez abondamment ce matin. Les investissements privés sont également très importants. On parle de plusieurs centaines de millions d'euros dans les ports français. Ces investissements, ils permettent effectivement d'acquérir des outils pour traiter plus rapidement les navires. Ça a été dit aussi ce matin, c'est l'avantage d'intervenir en fin de matinée, il y a beaucoup de choses qui ont déjà été dites. On a besoin, Ça permet d'aller plus loin. voilà, on a besoin de réduire encore le temps de passage portuaire. Et donc pour ce faire, on a besoin d'équipements performants et en nombre. Donc on investit dans des portiques essentiellement, mais pas seulement. Les portiques d'ailleurs, Christine Cabot tout à l'heure vous a invité à venir à Marseille. Si vous venez à Marseille-Fos, n'hésitez pas à venir voir les 2 plus grands portiques au monde qui sont en cours de fabrication sur le terminal de Porte Synergie Eurofos et qui seront bientôt en service avant la fin de l'année. Encore une fois, pourquoi est-ce qu'on achète des plus grands portiques au monde? C'est pas pour se faire plaisir, pour pouvoir dire on aura les plus grands portiques au monde, c'est parce que les navires continuent à se développer et on souhaite que les ports français aient toute leur place dans le marché européen. Encore une fois, on a vu ce matin tous les atouts des ports français. Pour pouvoir bénéficier pleinement de ces atouts, on a besoin maintenant de pouvoir afficher la fiabilité. Ça a été dit à ma droite il y a quelques minutes. Cette fiabilité, je crois qu'on a beaucoup progressé, même si on a eu un 2e trimestre très compliqué avec la mobilisation contre la loi travail qui est complètement indépendante du sujet portuaire, mais qui, hélas, est revenu rappeler à certains de nos clients cette image négative ancienne des ports français, puisqu'on est aujourd'hui, je crois, dans une
dans une norme européenne en termes de fiabilité, en termes de productivité, en termes d'efficacité. Et pour continuer à avancer, continuer à fiabiliser ce passage portuaire et à réduire les temps, on a besoin de continuer à investir. Et on l'a vu ce matin, on a fait une grande partie du chemin. Il y a énormément de choses qui ont été corrigées depuis 5 ans, depuis la mise en œuvre de cette loi de réforme portuaire en 2011 et grâce à l'investissement massif qui a été fait sur les ports français, investissement public et investissement privé. Et pour continuer à aller au-delà, on a encore des éléments à corriger. On a ces éléments qui ont été évoqués d'acheminement, de pré- et post-acheminement, c'est absolument essentiel. Il manque quelques maillons par endroit. On a parlé de Cercle-Gisors pour le port du Havre, on a parlé de certains tronçons autoroutiers ou de doublement à 2 fois 2 voies pour l'accès au port de Fos. Quand on veut se comparer aux plus grands ports européens, eh bien, il faut corriger ces petits défauts qui sont encore les nôtres. Donc pour vous, ce sont des petits maillons manquants, mais en gros, la philosophie ou la pensée globale il y est. On sait où on va, on sait ce qu'il faut faire. Oui, voilà, je crois qu'on C'est juste les moyens de mettre en place qui pêchent encore un peu. Et on a besoin, encore une fois, beaucoup de choses ont été dites ce matin, on a besoin de cette solidarité, on a besoin de tous travailler dans la même direction, de se serrer les coudes et de corriger ces petits défauts qui restent au port français pour pouvoir tirer pleinement parti d'un positionnement géographique absolument extraordinaire. Donc faisons ces investissements, tirons tous dans le même sens, et je pense que nous serons bientôt, alors on ne rattrapera probablement pas un retard énorme qui a été perdu dans les années 2000, effectivement. On parlait tout à l'heure de 12 millions de conteneurs OVP pour le simple port de Rotterdam. L'ensemble des ports français, c'est aujourd'hui 4 millions de VP, donc c'est encore très faible par rapport à ces grands ports. Mais en tout cas, on a tous les ingrédients aujourd'hui pour y aller. Donc solidarité et investissement conjoint, j'allais dire public-privé. Je crois qu'on a montré à Marseille sur le projet qui va sortir dans quelques mois maintenant sur un nouveau quai qui va être réalisé, un quai de 300 mètres, environ 30 millions d'euros d'investissement public, 45 millions d'euros d'investissement privé sur le même terminal, au même endroit. On espère que 30 plus 40, ça fera un peu plus que 70 et qu'on arrivera à faire un vrai projet avec ça. Merci beaucoup. En tous les cas, on voit votre énergie positive sans doute liée à la marge de progression possible. Sans doute. Je me tourne vers vous, Christian Rose, vous êtes délégué général donc, de l'Association des utilisateurs de transport, de fret. Développer la massification dont on parle depuis tout à l'heure, ça a un coût, d'une certaine façon. Vous êtes prêt à payer pour ce développement ? Je répondrai à votre question, bien évidemment, sachant qu'elle ira directement au prolongement de ce qu'a évoqué tout à l'heure Françoise Soulier-Brugère. Peut-être avant tout, puisqu'on est sur une thématique ici dans la table ronde de la thématique portuaire, du passage portuaire, peut-être rappeler effectivement que pour un chargeur, qu'il s'agisse d'un chargeur qui veut s'installer sur un port pour y développer une activité, ou d'un chargeur qui veut choisir un port pour y faire transiter sa marchandise, pour la faire sortir ou la faire entrer sur le territoire, son approche est globale. Et je répondrai aussi indirectement à votre question sur les coûts. Et l'approche du chargeur, en termes de coûts, elle est aussi globale. Le coût facial du transport est une chose, le coût global de la chaîne logistique en est une autre. Et c'est bien souvent, effectivement, à travers cette approche globale, que le chargeur fait son choix. Madame Caborel l'a dit tout à l'heure, effectivement, dans son intervention. Indépendamment du prix du transport, le fait de trouver une chaîne logistique qui réduit le transit time, c'est pour le chargeur, je dirais, un gain économique important en termes de coût de stock et de valorisation de sa marchandise. Donc l'approche globale, trois éléments effectivement qui font qu'un chargeur choisit un port, c'est la qualité de son approche maritime et les services qui sont associés, c'est le traitement de la marchandise dans les ports, l'objet de notre discussion d'aujourd'hui, j'y reviendrai, et c'est bien sûr la desserte terrestre. On a beaucoup évoqué ce matin, donc on ne va pas s'étendre sur le sujet, je pense que tout a été dit. Et je crois que tout est sur papier, et maintenant il n'y a plus qu'à mettre en œuvre et à financer tout ce qui a été imaginé pour développer les modes massifiés notamment. Je pense à Cercle-Gisors ou à la Chatière. Rappelons effectivement par rapport à la Chatière que Feu l'écluse fluviale figurait quand même au comité interministériel d'aménagement du territoire de décembre 2003. Ça nous ramène loin en arrière et on s'aperçoit aujourd'hui effectivement qu'on est toujours dans une situation qui reste encore au point mort. Sur le traitement de la marchandise, il y a deux approches qu'il faut mettre en avant, c'est son traitement physique et le traitement des flux d'information. Et je commencerai peut-être plus volontiers par le traitement des flux d'information. Ça a été évoqué bien évidemment ce matin, peut-être un peu hâtivement. C'est tout ce qui touche à la thématique des cargo community systems. Je crois qu'un intervenant disait ce matin, je crois que c'était le représentant de Bolloré, qui indiquait que nous ne souhaitions pas effectivement avoir deux systèmes qui ne soient pas interopérables. Il est évident que si on veut effectivement que nos ports soient attractifs, il faut qu'on ait
une gestion des CCS qui soit la plus harmonisée possible, la plus interopérable. Et c'est une demande très forte, effectivement, qui est faite par la profession, en direction des deux principaux acteurs que sont MJI et Sogec, qui travaillent ardemment, bien évidemment, dans cette direction, à des coûts qui soient bien sûr raisonnables et qui puissent permettre à un chargeur d'entrer par la porte portuaire de son choix, Marseille, Le Havre ou Dunkerque, bien sûr si on reste sur le territoire national. Côté maintenant traitement physique de la marchandise, c'est très clair qu'aujourd'hui on a des investissements portuaires qui ont été faits, je dirais globalement, ça a été dit ce matin, il y a vraisemblablement à l'instant M. Gauthier parlait effectivement des nouveaux portiques qui sont en cours de montage sur Europhos, donc on s'aperçoit que des choses sont faites et de ce côté-là ça va relativement bien. Un point important qu'a évoqué François Soulet de Brugère ainsi que ce matin M. Thyssen, c'est la tâche que constitue le social. Et je crois qu'il faut pas s'en affranchir et il ne faut pas, je dirais, se mettre la tête dans le sable. Si on veut réellement faire de nos ports, je dirais, un levier d'attractivité et un levier de réindustrialisation, il faudra d'une façon ou d'une autre qu'on s'attelle sérieusement à cette question. Et qu'on la traite avec, je dirais, calme, mais avec fermeté. Parce que très clairement, non, aujourd'hui la question n'est pas traitée. Elle n'est traitée dans aucun des rapports parlementaires, elle n'est pas traitée dans le rapport de TDIE. C'est un point qu'il faut... Alors c'est un sujet tabou, on est très clair, on en parle effectivement entre nous, c'est un sujet tabou, mais il faudra bien à un moment donné qu'on ait le courage politique de le mettre sur la table et de le traiter. Enfin, dernièrement, point important, évoqué longuement ce matin, c'est effectivement la mise en relation de tous les acteurs. Je crois que acteurs économiques, acteurs portuaires, logisticiens, il y a un besoin effectivement de fédérer l'ensemble de ces acteurs. Je pense que les exemples d'Aropa, Medlink et récemment Groupement des Ports de France constituent effectivement une très bonne initiative en la matière. Je pense qu'il faut la consolider. Il y a un besoin effectivement pour les chargeurs de discuter avec l'ensemble des acteurs des places portuaires. Je citerai comme exemple, M. Gauthier connaît bien effectivement le sujet, puisqu'il y a encore quelques mois, les chargeurs de la place de Marseille ne connaissaient pas les gestionnaires de terminaux. Donc quelque part, ils s'ignoraient pour la simple raison qu'ils n'ont pas de relation commerciale entre eux. Et on les a mis autour de la table et on s'est aperçu, M. Gauthier sous votre contrôle, qu'en mettant en face des acteurs qui ne se connaissaient pas, il y avait matière à trouver des gains de productivité, à trouver de meilleures organisations. Et ça, on ne peut que s'en féliciter, je dirais, pour l'ensemble de l'attractivité de nos ports nationaux. Merci beaucoup. Je me tourne vers vous, Herbert de Saint-Simon, président de TLF Overseas. Votre lecture ou votre réaction peut-être à ce qui vient d'être avancé là maintenant? Ça va être un défi à la fin d'une matinée au silence de ne pas répéter tout ce qui a déjà été dit. Dans le fond, les entreprises que nous représentons, qu'est-ce qu'elles nous demandent? Donc les importateurs et les exportateurs. Elles nous demandent de trouver la solution opérationnellement la plus efficace et économiquement compétitive. Si cette solution, elle passe au travers de Marseille et du Havre, alléluia. Mais comme l'a répété M. Leroy ce matin, faire transiter un conteneur ou une marchandise au travers de Rotterdam, d'Anvers, de Gênes ou de Barcelone, c'est pas un défi logistique majeur. Aujourd'hui, ça se fait à 50% des cas, comme on l'a répété. Donc, en tant que représentant des commissionnaires de transport français, même si beaucoup d'entre eux sont des filiales de multinationales non françaises, la compétitivité de nos ports, les investissements significatifs que nous y avons fait et que nous continuons d'y faire sont évidemment des défis majeurs. Et on l'a dit 10 fois, mais je vais le répéter, pour qu'un port fonctionne, il faut que tous les acteurs qui concourent à la compétitivité du port fonctionnent bien et si possible en même temps. Je voudrais rajouter juste un point qui n'a pas été évoqué jusqu'à maintenant, parce qu'il y a... Il y a un acteur essentiel dans la compétitivité du port et dont on n'a pas beaucoup parlé ce matin, c'est la douane. La douane est un élément à rouage essentiel au fonctionnement d'une importation ou d'une exportation. Et le fait que la douane
rentre dans le jeu de la compétitivité du port ou pas, est un élément essentiel de la compétitivité de la place portuaire en question. Je pense que nous avons une douane française qui fait beaucoup d'efforts. Alors, comme j'ai l'occasion de leur répéter régulièrement, il y a le discours de la Direction générale des douanes, qui est tout à fait dans le sens d'être un rouage et facilitateur de notre commerce extérieur. Puis après, il y a ce qui se passe dans la réalité quotidienne du terrain, dans les directions régionales, départementales ou locales. Donc, je crois qu'il faut encourager notre douane dans sa volonté de participer à la compétitivité de nos places portuaires et ne pas oublier ce maillon qui est très important dans l'ensemble du process. Merci beaucoup. Vous savez, ce qui va se passer maintenant, c'est que vous êtes le dernier intervenant de la matinée. Et ça veut dire que tout le monde va être très heureux de vous entendre. Je vais essayer d'aller vite alors. Et non, c'est pas simplement ça, c'est qu'en même temps, vous avez une lourde tâche, c'est d'arriver à rajouter un élément qui n'a pas encore été Je dit. vais en rajouter plusieurs. Tout d'abord, quelques commentaires sur ce qui a été évoqué, parce que je ne voudrais pas qu'on se trompe de... Quand on dit Anvers, c'est le premier port français. Anvers fait 650 000 EVP sur le marché français. Donc déjà, il est loin d'être le premier port français pour des EVP pleins. Par contre, Anvers comme Rotterdam, ils ont les bases logistiques. Et la faiblesse récurrente des ports français sur 20 ans, c'est l'implantation des grosses bases logistiques de distribution. C'est sur quoi, en tout cas sur Aropa, on se soigne. Donc globalement, aujourd'hui, et on revient à un deuxième dossier, pour avoir ces grosses bases logistiques, il faut des dessertes ferroviaires. Parce que quand vous distribuez au départ d'Anvers et de Rotterdam, vous distribuez toute l'Europe. Donc on peut faire des bases logistiques, on a très grosses, on a du 100 000 m² d'entrepôt sur Aropa, on a aujourd'hui des investissements majeurs, sauf qu'on ne peut pas distribuer autre chose que le marché français. Donc ça, c'est l'enjeu, à mon avis, majeur. Après, c'est bien d'être tourné vers la mer, c'est bien, nous, niveau armateur aujourd'hui, il y a 3800 offres hebdomadaires sur les ports d'Aropa, c'est l'équivalent de Rotterdam, pas en volume, bien sûr, mais en offre maritime. Après se pose la deuxième question, c'est que qu'est-ce qui se passe autour des ports? Les ports, c'est 3%. Le coût du passage portuaire, c'est 3% de la supply chain aujourd'hui. Donc, qu'est-ce qui se passe autour des ports, dans notre écosystème? D'abord, les industriels, les exportateurs, les importateurs au niveau mondial, ils externalisent leur logistique. C'est un peu moins vrai en France, parce qu'il y a la grande distribution, mais dans les restes des pays, c'est externalisé jusqu'à 70%. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, les grands acteurs qui drivent les flux, et donc qui choisissent les ports, ce sont les logisticiens, les grands commissionnaires de transport. Je ne voudrais pas les citer, mais certains qui font 15, 20, 30 milliards d'euros de chiffre d'affaires et qui aujourd'hui drivent ces flux. Et c'est ceux-là, bien sûr, qu'il faut fixer dans nos ports. Les PME, bien évidemment, mais aussi les gros acteurs. On voit bien les volumes qui sont transférés. Et puis après, il y a encore des nouveaux acteurs qui sont en train d'arriver. C'est la montée en puissance des logisticiens chinois, Cosco Logistique, China Shipping Logistique, Kerry, Sinotrans, qui sont en train de devenir des monstres et qu'il faut fixer. Nous, on a commencé, par exemple, China Sea Group est implanté aujourd'hui sur Aropa. Donc, ça prépare l'avenir. Donc, voilà quelques éléments. Sur le fluvial, après, sur l'axe Seine, j'ai entendu des chiffres, mais aujourd'hui, il y a déjà 25% de conteneurs qui utilisent le fluvial sur l'axe Seine. On peut aller l'axe Seine jusqu'au port de Gron, qu'on connaît, port international de Haute-Bourgogne, pour ceux qui ne le connaissent pas, à côté de Sens, où aujourd'hui, encore une fois, on ne vend pas à un client du fluvial, du ferroviaire ou de la route. On vend une offre globale. On vend une offre maritime, on vend une offre douanière, ce que disait Herbert Saint-Simon, on vend une offre logistique et on vend une offre de desserte. Et le client, il achète la globalité. Donc voilà, nous, d'une manière très modeste au sein d'Aropa, on a depuis 5 ans avec des grands clients, des PME, constitué des travails collaboratifs pour bien comprendre leurs besoins. Parce que j'ai entendu beaucoup de parler de filière. Alors filière, c'est une notion de la data, ce qui est très intéressant. Mais aujourd'hui, regrouper les clients par filière, ça n'existe pas. Aujourd'hui, Carrefour n'a pas les mêmes besoins qu'Auchan, qui n'a pas les mêmes besoins que Leclerc, qui n'a pas les mêmes besoins que Monoprix. Donc aujourd'hui, c'est bien une démarche individuelle qu'il faut, que ce soit même pour la chimie. Moi, quand Arkema me parle, c'est pas du tout la même logique qu'Exxon. Donc aujourd'hui, il faut qu'on s'adapte à ces clients individuellement. Et avec cette implantation de base logistique, et évidemment, ce qui nous manque après, c'est la desserte ferroviaire pour pouvoir irriguer un peu plus loin, puisque le client qui va nous utiliser comme porte d'entrée, il va demander évidemment qu'on distribue sur l'Allemagne du Sud, la Suisse, l'Italie du Nord.
Sur ça, il va dire, je n'ai pas bougé ma base logistique si vous faites que le marché français. Donc ça, c'est l'enjeu, je dirais, majeur pour les ports français dans les années à venir, d'un point de vue commercial marketing pour nous. Écoutez, merci infiniment, Hervé Cornel. On retiendra de cette première matinée beaucoup de choses. Moi, les derniers mots qui sont revenus sont ceux de la fluidité, l'adaptabilité, la confiance, pas mal d'énergie. Je vous laisse aller justement reprendre un peu d'énergie pour un cocktail déjeunatoire et on se retrouve tous à 14h pour rentrer un peu plus clairement dans le champ du politique.